La philosophie, la rhétorique, l'écriture, tant de disciplines que l'on associe quasiment immédiatement à la Grèce classique. Et pour cause, ces éléments sont centraux à la vie quotidienne des Grecs, à leur tissu social, à leur pensée. Pour continuer à bien se représenter à quoi ressemble la vie d'un Grec de l'Antiquité, et avoir toutes les clés en main pour bien se lancer dans la série sur les guerres du Péloponnèse, il nous faut parler de ces disciplines. La plus connue du grand public est la philosophie. Alors ne vous en faites pas, vous n'allez pas revivre la souffrance que beaucoup ont connue au lycée. Que ce soit en Orient ou en Grèce, les deux berceaux de la philosophie, tout semble commencer entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère. En Grèce, Thalès et Pythagore, oui, ceux des théorèmes, comptent parmi les premiers philosophes. Ils proposent des explications du monde et de l'univers. Pour la première fois, des récits viennent contraster les récits mythologiques. Partant de Milet, comme la révolte grecque contre les Perses plus tard, cette nouvelle manière de voir le monde se répand à toute l'Ionie, et petit à petit dans tout le monde grec jusqu'en Italie. Il ne nous reste malheureusement que des fragments et quelques témoignages de cette époque de naissance de la philosophie. Attention cependant à une notion, celle de, j'ouvre les guillemets, miracle grec. On l'emploie pour désigner un soi-disant éveil soudain de la raison grecque au milieu d'un monde de superstitions. Mais il ne faut pas perdre de vue que les premiers philosophes, comme on les appelle, Thalès en tête, ont bénéficié des savoirs égyptiens ou babyloniens par exemple pour affiner leurs réflexions. Thalès, Pythagore, dont d'ailleurs on ne sait même pas s'ils sont réellement à l'origine de leurs théorèmes, sont à l'origine de cette pensée scientifique occidentale. Ils soutiennent plusieurs idées, dont, en vrac, celle que toute chose est composée d'eau. Ils expliquent les éclipses, que la Terre est une sphère autour de laquelle tournent les astres, etc. En réalité, la grande nouveauté, c'est cette tentative de ramener toute chose à un principe explicatif unique, sans faire appel aux dieux de la mythologie. Le mot philosophie vient d'ici. L'homme ne peut être sage, sophos, il ne peut qu'aspirer à la sagesse, philosophos. Être philosophe serait alors un titre de modestie, une manière de ne pas céder à la démesure, un but qui rejoint la pensée commune de la société grecque. Les philosophes se posent en réalité les mêmes questions que les écrivains des mythes. Quelles sont les causes du mouvement de la nature? D'où vient cette nature? Par la suite, nous arrivons à l'époque qui nous intéresse. Socrate, Platon, Aristote et Épicure plus tard. Ces courants majeurs sont encore présents dans le langage de tous les jours. Un amour platonique, un épicurien. Plus que des mots, ce sont des problèmes encore d'actualité, des idées encore vivantes. Et pour le coup, impossible de parler de philosophie sans parler d'Athènes. C'est dans ce centre culturel qu'elle s'épanouit. Alors, qui sont les philosophes? De conditions sociales différentes, d'âges divers, citoyens ou étrangers, ce sont avant tout des gens qui peuvent dédier du temps à un loisir, la scolée, par opposition au travail. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur l'ordre social et sur le travail de la série. Socrate est très certainement la figure la plus emblématique de la philosophie grecque. Ce citoyen athénien d'origine modeste n'est jamais aussi heureux qu'au milieu de la foule. Socrate est le maître du questionnement. Il pousse ses interlocuteurs dans leur retranchement et les met face à leurs contradictions. En mars 339 avant notre ère, un procès est intenté à Socrate par le jeune poète Mélétos, l'orateur Lycos et le politicien Anytos. 3 chefs d'accusation sont retenus. 1. Ne pas reconnaître les dieux de la cité. 2. En introduire de nouveaux. Et enfin, corrompre la jeunesse. En fait, il dissimule en réalité les véritables raisons de son procès. Des motifs politiques et personnels, ainsi qu'un anti-intellectualisme. Les juges le condamnent à mourir, mort qu'il accepte calmement et sereinement. Si Socrate n'a rien écrit, il laisse pour toute œuvre sa vie et surtout sa mort, qui incarne, paradoxalement, la philosophie comme une existence gouvernée par la raison. Beaucoup se présenteront comme ses héritiers spirituels, Platon en premier lieu.
Platon est l'un des plus célèbres disciples de Socrate. Il est connu pour avoir créé la première école de philosophie ouverte à tous. Il était pourtant voué à une grande carrière politique. Son père est un bon ami de Périclès, la figure d'Athènes. Mais sa rencontre avec Socrate va tout bouleverser. Après quelques voyages, il achète un gymnase et y construit son école. Son succès est immédiat, et on vient de tout le monde grec pour suivre l'enseignement de Platon. Il s'entoure de savants, notamment des mathématiciens et astronomes, qui vont l'aider dans sa réflexion sur le bien et la structure de la réalité. L'éducation est au centre de la philosophie de Platon, qui pense que seule elle permet de découvrir la vérité et de se défaire des opinions. Petit clin d'œil à son allégorie de la caverne pour ceux qui ont encore leur cours de lycée en tête. À travers le banquet, le plus célèbre dialogue de Platon, on peut mieux comprendre sa pensée. De nombreux acteurs y parlent du dieu de l'amour et du désir, Eros. Pour résumer, on y comprend que le mouvement qui doit guider le philosophe, c'est celui qui l'éloigne des apparences sensibles physiques pour accéder à l'intelligible, le plus profond, l'âme plutôt que le corps. Platon connaîtra une renommée immense, et un certain Aristote, on en reparlera quand on parlera d'Alexandre le Grand, sera l'un de ses disciples. Même si des grands noms nous sont parvenus, la philosophie, il ne faut pas l'oublier, est avant tout une entreprise collective, celle des premières écoles. Le philosophe est bien souvent aussi un enseignant ou un chercheur, indissociable de la pratique scientifique. Il est botaniste, astronome, mathématicien ou médecin. Un pas supplémentaire est fait par Socrate, qui rompt avec ses prédécesseurs en affirmant qu'une réflexion philosophique doit être orientée vers la pratique. Le but n'est surtout pas de parler pour ne rien dire. Être philosophe, c'est agir en tant que tel. Au cœur des cités grecques, les penseurs se demandent comment accéder au bonheur, de manière personnelle, mais aussi collective. À tout hasard, quel régime politique permettra aux hommes de devenir meilleurs et vertueux? Car oui, la philosophie s'immisce très souvent dans la politique et la vie de la cité. Platon, pour revenir à lui, nous dit « Il n'y a qu'un homme à convaincre pour rendre bonne et juste cette cité ». L'idée du roi philosophe qui gouvernerait par la raison. Et il sait que ce n'est pas chose aisée. Platon a pu le voir de lui-même, à Syracuse par exemple, la corruption induite par l'exercice du pouvoir. Il en vient même à penser qu'il faudrait remettre tous les pouvoirs aux lois. Contrairement aux hommes, elles sont incorruptibles et stables. Alliées à une éducation adéquate, elles pourraient alors conduire les citoyens vers le bien. Nous avons d'ailleurs de nombreux exemples de philosophes impliqués dans les affaires politiques. Périclès demande par exemple à Protagoras d'Abdère la constitution de Tourioi, qui énonce les principes selon lesquels l'homme est la mesure de toute chose. Il remet donc indirectement en cause la place des dieux. Protagoras va lui défendre l'importance et la nécessité de respecter les conventions d'une justice pour assurer le bien-être collectif. Gorgias de Léontinoi place l'importance de la multiplicité d'opinions et de discours, faisant écho aux velléités démocratiques qui naissent un petit peu partout. Il va énormément travailler à Athènes et y introduire des techniques oratoires, un soin pour le rythme et les assonances, ce qu'on appelle la rhétorique. Toutes ces pratiques vont être utilisées à leur plein potentiel au sein de l'agora et du système social et politique athénien. En Grèce, nombreux sont ceux qui placent la rhétorique au même niveau que le sport physique. En effet, toute la vie publique est dominée par la maîtrise de la parole, le logos. La démocratie et la société antique sont particulièrement propices à l'épanouissement de l'art de l'éloquence. Qu'il soit utilisé dans le domaine privé, judiciaire ou évidemment politique. Quelqu'un qui arrive à imposer son point de vue par son discours sera l'homme le plus puissant de la cité. La rhétorique devient une discipline à part entière, enseignée à l'école. On y apprend à présenter des arguments de façon convaincante et à défendre n'importe quel point de vue, juste ou injuste. Un bon élève doit être en réalité capable de défendre n'importe quel sujet. Démosthène, considéré comme l'un des plus grands orateurs du monde grec, s'est semble-t-il exercé de longues années à cet art.
Savoir s'exprimer en public demande des aptitudes physiques. Nous avons de bonnes raisons de croire que beaucoup de Grecs étaient plus sensibles à la façon de prononcer un discours qu'à son contenu. Savoir parler en public ne signifie pas seulement s'exprimer sans bafouiller, mais c'est aussi et surtout capter l'attention de l'auditoire et décocher comme une flèche l'argument qui fait mouche, s'il est pointé où et quand il faut. Rien de plus grec que le mot d'ordre kairon gnoti, repère le moment. On apprend à transformer la faiblesse de sa propre position en base d'attaque, à terrasser l'adversaire en retournant contre lui ses points forts. Alors, cette discipline a, vous l'imaginez, des spécialistes. Nous allons nommer les sophistes, une pléiade de grands intellectuels venus enseigner à la jeunesse l'art du langage sous forme d'entretiens ou de séances publiques dans les lieux publics de la cité. Ces professeurs de la rhétorique n'étaient pas très appréciés, en tout cas pas de tous. De nombreux philosophes, en premier lieu, les accusent de répandre un art illusoire, au service du mensonge et de la manipulation. Un art qui permet de défendre l'opinion et non la raison. L'art de la parole est souvent mis côte à côte de celui de la sagesse. Des grandes conférences sont données, et le débat est l'une des activités favorites des citoyens instruits. On a l'habitude de voir des philosophes et penseurs engager la conversation avec les passants, au hasard, dans les rues ou les jardins, et tenter de convaincre de leur thèse, par conviction ou même par pur défi personnel. La parole a indéniablement une place privilégiée. Mais l'écriture gagne elle aussi une importance croissante grâce à la démocratie, notamment due à la nécessité de rendre accessible au plus grand nombre la connaissance des lois. Le grec, dans sa forme antique, est construite sur un alphabet commun qui s'impose petit à petit. Il dérive directement de l'ancienne écriture des Phéniciens, dans lesquelles seules les consonnes sont notées. Les Grecs y ajoutent les voyelles qui remplacent des consonnes dont ils n'ont pas l'usage, ils en changent alors la phonétique. La consonne phénicienne Alep devient par exemple la voyelle alpha chez les Grecs. L'écriture grecque se fixe progressivement, mais n'est pas encore stabilisée et normalisée lors de la période que nous abordons. La forme des lettres peut varier par exemple d'une cité à l'autre, et même le sens de l'écriture n'est pas forcément identique partout en Grèce. Imaginez le travail qu'ont les archéologues. En -403, Athènes tente de fixer des règles pour uniformiser l'art de l'écriture. C'est d'ailleurs de ces règles que vient le sens de gauche à droite, par exemple. La cité ayant un rayonnement immense, les autres cités ne tardent pas à s'aligner sur cette réalité. L'alphabet est fixé à 24 lettres, d'alpha à oméga. Le terme alphabétos naît plus tard de la combinaison du nom des deux premières lettres, alpha et bêta. Pour écrire, on utilise différents supports, mais surtout des tablettes de bois dur, recouvertes d'une fine couche de cire. On y trace les lettres avec une pointe en os ou en métal. Le papyrus importé d'Égypte séduit petit à petit mais coûte très cher et il est réservé à une élite. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la pierre, qui est gravée après avoir fait un premier brouillon au charbon sur sa surface. L'art d'écrire est appelé calligraphia, de kalos, la beauté, et graphein, le sens premier est faire des entailles, et en découlera écrire, dessiner. L'écrit est énormément utilisé dans le domaine judiciaire, pour la rédaction des décrets, des lois de la cité, etc. Dans le domaine du commerce, où on l'utilise bien sûr pour la comptabilité. Les contrats également sont en général rédigés sur papyrus. Mais au final, elle sert surtout pour la transmission du savoir, observation médicale, calcul, réflexion philosophique, événements historiques, sans oublier évidemment les œuvres artistiques, avec en premier lieu le théâtre et la poésie. Les bibliothèques sont très rares, et l'écriture reste derrière l'art de la parole dans les usages. D'ailleurs, la lecture ne se fait qu'à voix haute, toute une symbolique. Et voilà, j'espère que cette vidéo est restée moins assommante que vos cours de philo du lycée. On a pu parler du procès de Socrate tout à l'heure, de l'art oratoire. Et c'est en réalité une passerelle parfaite pour aborder le thème de la justice lors de la prochaine vidéo.
nous reprendrons le procès de Socrate pour plonger dans ce thème. D'ici là, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ou en commentaire de dire le thème que vous attendez le plus par exemple. A très bientôt pour la suite et que l'histoire soit avec vous.